Et voilà, c'est un petit peu triste, mais c'est comme ça. C'est la fin du chapitre 8. Mais gardez le sourire parce qu'il nous en reste un peu sur le chapitre 8. Il nous reste le plus important, l'évaluation. Voilà pourquoi on vous propose sur cette petite vidéo de réviser ensemble tout ce qu'il y a d'important à voir sur ce chapitre 8. Et pour cela, rendez-vous en page 3 du magazine avec la liste des objectifs du chapitre. Ces objectifs qui se décomposent en trois parties principales. Tout d'abord, les objectifs de 1 à 6 concernent l'énergie chimique sur l'exemple des réactions de combustion. En seconde semaine, nous avons vu les objectifs 7 à 9 sur le cas de l'énergie électrique, avec l'intensité, son modèle microscopique et puis les sources réelles de tension. Pour terminer, au cours du dernier TP, nous avons parlé d'efficacité énergétique sur le cas des véhicules électriques et nous avons introduit une notion importante, celle du rendement. Et puis les objectifs 12 et 13 sont des capacités expérimentales qui concernent les montages en électricité. Et commençons par la partie sur l'énergie chimique. Les premiers objectifs, citer des exemples, citer des applications, citer les risques, citer des applications avec du développement durable. Tout ceci concerne en fait du cours, du par cœur. Voilà pourquoi on vous a proposé dans le cours un petit schéma synthétique qui permet d'apprendre tout ça. Tout d'abord, les combustibles usuels, vous en avez deux à connaître. Les alcanes de formule brute CnH2n+2, qu'on appelle aussi des hydrocarbures, et puis les alcools CnH2n+2, additionnés d'un oxygène. Au niveau des utilisations des réactions de combustion, on en a dans les transports, bien sûr, avec les moteurs thermiques, l'habitat pour ce qui est du chauffage, de la cuisson, et puis on l'utilise aussi pour générer de l'énergie dans les domaines industriels. Les dangers, ils sont d'ordre domestique ou environnementaux. Pour ce qui est des dangers domestiques, on connaît les incendies, les explosions, les intoxications au monoxyde de carbone, etc. Et puis le danger environnemental est dû à l'effet de serre et à la production de CO2. Les alternatives aux réactions, les alternatives vertes aux réactions de combustion, c'est dans l'utilisation des ressources et utiliser des ressources durables. Alors ça ne règle pas les problèmes environnementaux liés au dégagement de CO2. Mais en tout cas, on utilise des ressources durables au travers de la filière de méthanisation ou la filière biocarburant. L'objectif numéro 5 concerne l'écriture de l'équation d'une réaction de combustion. On va partir dans cet exemple-là, se rappeler comment est-ce qu'on fait sur l'exemple du méthanol, de formule CH4O. Eh bien, pour écrire l'équation de sa réaction de combustion, on part du méthanol qui est donc le réactif, le carburant, qui doit, pour brûler, consommer le comburant qui est le dioxygène. Il se forme alors du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau sous forme de vapeur H2O. La méthode est toujours la même. On va commencer par équilibrer le nombre de carbone. Bon, ici c'est facile, il n'y en a qu'un. Dans un second temps, on équilibrera le nombre d'hydrogène. Pour terminer par placer le bon nombre d'atomes d'oxygène. Alors dans ce cas, il faut faire attention puisqu'il y a aussi de l'oxygène dans le carburant et il faut bien penser à compter l'oxygène du méthanol. L'objectif numéro 6 est un petit peu plus compliqué sur le plan technique, puisque il y a de multiples façons d'oublier une liaison et de se tromper. Donc il faut être rigoureux et méthodique. Dans un premier temps, il faut calculer et estimer l'énergie de dissociation des différentes molécules. Voilà pourquoi avoir la formule semi-développée, par exemple ici du propane, ça peut être une bonne idée. Ainsi, en dessinant la formule développée du propane, on s'aperçoit qu'il n'y a que 2 liaisons carbone-carbone et puis 8 liaisons carbone-hydrogène.
Ensuite, il faut calculer l'énergie de formation des liaisons à partir des atomes libres. Cette énergie de formation, elle devra être comptée en négatif puisque c'est de l'énergie libérée par le système qui se stabilise vers des molécules donc plus stables que les atomes libres. Et donc, l'énergie molaire de réaction, delta ER, c'est la somme de ED, l'énergie de dissociation qui est positive, et de EF, l'énergie de formation des molécules qui, elle, est négative. Attention, l'énergie molaire, c'est une grandeur quotient. Elle sera en joules par mol ou en kilojoules par mol, suivant les valeurs tabulées que l'on vous donne. L'énergie molaire de réaction delta ER est donc une grandeur quotient, on vient de le dire. Pour estimer l'énergie qui est dégagée pour une combustion en particulier, il faut qu'on connaisse la quantité de matière N par exemple, ici, de propane. On multipliera donc la quantité de matière N par l'énergie molaire. On aura l'énergie dégagée lors d'une combustion d'une quantité de matière N de combustible. Passons maintenant à l'énergie électrique et aux objectifs 7 à 9. Dans l'objectif 7, on s'intéresse à la vision microscopique de l'intensité du courant. Tout d'abord, le courant correspond à un déplacement d'électrons. Le sens conventionnel du courant, c'est bien sûr du plus vers le moins, qui correspond en réalité et physiquement à des électrons qui se déplacent du pôle moins vers le pôle plus. L'intensité du courant, eh bien, ça modélise le débit d'électrons et donc un débit de charge électrique. On rappelle que la charge électrique élémentaire, celle de l'électron, c'est moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. L'intensité correspondra à la quantité de charge qui traverse un plan du conducteur en une durée delta t. Dans les objectifs 8 et 9, on s'intéresse aux sources réelles de tension. Alors, déjà, une source idéale de tension, c'est une source dont la tension délivrée est indépendante de l'intensité qui est débitée. A l'inverse, une source réelle a une tension qui diminue lorsque I augmente. Si on trace la caractéristique de la tension en fonction de l'intensité, on se retrouve avec une droite affine et un coefficient directeur négatif, qu'on modélise comme étant la résistance interne de ce générateur, de cette source réelle de tension. La relation algébrique qu'il faudra retenir, c'est que U, la tension délivrée par le générateur, est égale à E, sa tension idéale, sa tension à vide, lorsqu'elle ne débite aucun courant électrique, moins R, sa résistance interne, fois I, l'intensité qui est débitée. Les conséquences qui sont à connaître d'une résistance interne dans une source réelle de tension, premièrement, c'est que la tension diminue lorsque l'intensité débitée augmente, et puis à cause de l'effet Joule, eh bien, la résistance interne va provoquer un échauffement, un dégagement de chaleur de la source de tension. Passons maintenant aux objectifs 10 et 11 qui traitent de l'efficacité énergétique et aussi des ordres de grandeur de puissance. Bien sûr, pour ce qui est des ordres de grandeur de puissance, vous ne devez pas connaître par cœur la puissance d'une TV LED par exemple, ça n'a aucun sens. Mais en revanche, vous devez pouvoir situer son ordre de grandeur de puissance de quelques appareils communs qu'on a dans la vie de tous les jours. Alors certes, on n'a pas tous les jours la chance d'utiliser une presse plieuse, mais en revanche, on peut écouter ce que des ordres de grandeur de Fredoche. puissance, c'est important, surtout que c'est au programme. 150 watts, c'est
le moteur qui contrôle la butée arrière de ma plieuse. Pour ce qui est de contrôler la puissance et donc l'hydraulique, on va avoir besoin de puissance beaucoup plus importante. Le moteur qui distribue la puissance hydraulique au vérin, c'est un moteur qui est beaucoup plus gros. Il est ici et c'est un moteur de 20 chevaux. Janine, 20 chevaux, conversion? Alors contrairement à ce que pense Janine, le cheval c'est effectivement une vieille unité, mais c'est une unité qui est encore beaucoup utilisée. En Europe, un cheval vapeur, ça vaut 735 watts. En Angleterre, un HP, horsepower, ça vaut 746 watts. Et oui, les Anglais font jamais rien comme les autres. On retiendra juste, comme il s'agit d'ordre de grandeur, de puissance, que finalement un cheval ou un HP, un horsepower, ça vaut environ 750 watts, avec deux chiffres significatifs. Dans l'objectif 11, on s'intéresse à la notion de rendement. Pour ça, il est toujours utile de schématiser un système sur le plan énergétique. L'énergie qu'il consomme, l'énergie qu'il transforme en énergie utile. Et puis au cours de cette transformation, il y a toujours de l'énergie perdue. D'après la conservation de l'énergie qui est consommée, ce qui rentre dans le système, c'est tout ce qui sort, c'est-à-dire énergie utile plus énergie perdue. Pour définir le rendement, eh bien, on considère que le rendement, c'est la part utile de l'énergie qui est consommée. Et donc, ce rendement, il est compris entre 0 et 100%, entre 0 et 1. C'est donc l'énergie utile divisée par l'énergie consommée. Comme la puissance, c'est l'énergie qui est transférée en une seconde, on peut aussi définir le rendement au travers de la puissance. Puissance utile sur puissance consommée. Les objectifs 12 et 13 concernent des capacités expérimentales en électricité et notamment l'utilisation du multimètre que l'on pourra interroger lors d'une évaluation. Où est-ce qu'on place la borne com, on choisit quel calibre, etc. Donc pour ça, je vous laisse avec les excellents conseils de Janine dans la vidéo précédente.